Bonjour et bienvenue sur Univers Médecin, l'émission mensuelle de la CSMF. L'actualité du moment, c'est bien sûr la présentation le 18 septembre dernier du plan Ma Santé 2022 par Emmanuel Macron, un plan ambitieux puisqu'il vise, selon les propres mots du président de la République, à restructurer notre organisation pour les 50 années à venir. Il y a des moyens importants qui ont été annoncés, 3,4 milliards d'ici à 2022. Pour en finir à la fois avec les souffrances de l'hôpital, le malaise de la médecine de ville, les déserts médicaux. Et au cœur de ce plan, il y a la volonté de mieux répondre à l'accès aux soins sur le territoire à travers l'accélération de la mise en place des CPTS, la création de 4000 postes d'assistants médicaux, la réorganisation de l'hôpital pour redéfinir le rôle des établissements de proximité. Et ce qui est un peu la conséquence de toutes ces mesures, une réflexion sur le statut des médecins. Alors, pour revenir avec vous, Jean-Paul Ortis, bonsoir. Bonsoir. Sur tous ces points, nous avons avec nous sur le plateau Patrick Gasser. Vous êtes représentant des spécialistes à la CSMF. Vous êtes hépato-gastro-entérologue à Nantes. Bonsoir. Bonsoir. Et Bertrand Demory, vous êtes médecin généraliste à Armentières, dans le Nord, et président de la CSMF pour le Nord-Pas-de-Calais, qui a gardé cette dénomination. Exactement. Pour l'univers des médecins. Bonsoir. Bonsoir. Vous savez que vous pouvez poser vos questions pendant cette émission en allant sur la boîte de dialogue qui se trouve sur le bas de votre écran. Avant d'aborder le thème principal, nous allons évoquer deux points d'actualité, comme d'habitude. Et le premier point de cette actualité, c'est évidemment l'annonce d'une sécurité sociale, pour une fois et depuis longtemps, à l'équilibre. Jean-Paul Ortis. Pas tout à fait pour 2018, Thierry, mais la sécurité sociale sera effectivement à l'équilibre en 2019. Et ceci a été annoncé lors de la réunion de la Commission des comptes de la sécurité sociale à laquelle j'ai participé au nom de la CSMF. La sécurité sociale en équilibre, pourquoi? Parce qu'il y a plus de recettes, bien évidemment, en raison de la relative embellie économique et de l'augmentation du PIB. Mais cela traduit malheureusement un sous-investissement dans la médecine de ville depuis des années. Et il va falloir qu'effectivement cela évolue. On aura un Ondam à 2,5 cette année, donc un petit peu plus élevé que ce qui avait été annoncé initialement. On a été à 2,3 pour l'année précédente. C'est une bonne nouvelle pour les professionnels de santé. C'est bien sûr une bonne nouvelle parce que c'est un petit peu plus que ce qui avait été annoncé. Ça sera très probablement très insuffisant par rapport aux besoins que nous avons vu les ambitions du plan de santé 2022, mais on aura l'occasion d'y revenir. L'autre point dans l'actualité, cela concerne les médicaments génériques pour lesquels il n'y aura plus l'obligation de faire une prescription manuscrite sur l'ordonnance. En revanche, il sera à chaque fois nécessaire, pour ce qu'on appelle les non substituables, de justifier pour des raisons médicales. Tout à fait. Alors, la suppression de la mention manuscrite, c'était une très vieille demande de la CSMF. Ça devenait ridicule, d'abord parce que les patients le rajoutaient à la main, donc il y avait un risque de fraude, de toute évidence. Et puis à l'heure où on est tous informatisés, on parle d'une prescription électronique du médicament. Bien évidemment, c'était vraiment de notre siècle. Par contre, ce qui est contenu dans le PLFSS 2019 est de nature à soulever des inquiétudes, puisqu'il faudrait justifier sur l'ordonnance la raison qui vous ferait mettre la mention non substituable. Alors bien sûr, il y a des raisons qui sont habituelles et connues, qui sont celles des marges thérapeutiques étroites, celles des véritables intolérances ou allergies à un excipient d'un générique, mais il faut bien le reconnaître, dans bien des cas, nous marquons la mention non substituable plutôt en raison du contexte médico-social du patient, parce qu'il y a un risque de confusion, un risque de double prise médicamenteuse ou de difficulté à lire ce qui est écrit sur la boîte. Et le mentionner en clair, ça va se heurter de toute évidence à des problématiques liées au secret médical. Je remarque d'ailleurs, nous avons une réunion au ministère sur ce thème-là. La CSMF a soulevé cette problématique de la difficulté à marquer de façon claire la raison qui amène le médecin à marquer non substituable sur son enveloppe. Et je remarque que le gouvernement a reculé puisque ça ne sera applicable qu'en 2020, ce qui nous donne l'année 2019 pour trouver une solution qui soit à peu près cohérente.
Jean-Paul Ortis, on va revenir donc au point essentiel de cette émission, c'est-à-dire la présentation et les réactions pour le plan Ma Santé 2022. L'expression, certes, a déjà été utilisée, mais l'ordonnance du docteur Macron, est-ce que c'est le bon traitement pour les maux de la santé ? Ce qu'il faut d'abord souligner, c'est que pour la première fois depuis bien longtemps, tout particulièrement après les années noires sous Marisol Touraine, un président de la République a longuement parlé de la médecine de ville et de son malaise. La CSMF a pesé de tout son poids pour enrichir le discours politique et faire prendre conscience à nos interlocuteurs de la situation de la médecine libérale et de sa diversité à la française, médecine générale et médecine spécialisée, qui avaient été très souvent oubliées, voire négligées par les ministres précédents ou par le pouvoir politique précédent. Ce plan santé part d'un constat partagé. Le système de santé va très mal, tant en médecine de ville qu'à l'hôpital, et la volonté de recentrer le système de santé sur les soins de ville et la proximité va bien dans le sens de ce que la CSMF porte depuis très longtemps. Ce plan comporte donc des éléments positifs, mais aussi des points sur lesquels nous allons être particulièrement vigilants. Alors justement, on va revenir point par point sur certaines de ces mesures avancées. Parmi elles, d'ailleurs, l'accélération de la mise en place de ces fameuses communautés professionnelles territoriales de santé, les CPTS, avec l'objectif d'une couverture complète du territoire d'ici à la fin de 2021. Mais avant de démarrer la discussion sur ce sujet, posons un regard sur ce qui est une des vraies urgences à traiter, le problème des déserts médicaux. C'est une réalité que vivent de nombreux praticiens qui sont déjà souvent à la manœuvre pour trouver des solutions. Nous avons rencontré à Pontarlier un médecin généraliste, le docteur Stéphane Attal. Ici, on est à Pontarlier. Pontarlier, une commune du Haut-Doubs qui, il y a 2 ans, s'est vu dépossédée par les événements de la vie de 9 médecins, me semble-t-il, en 2 ans. Certains sont partis exercer en Suisse, d'autres sont partis en retraite et certains sont tombés malades. Docteur Attal, entrez, installez-vous, je vous prie. Merci. Pontarlier s'est retrouvé classé, limite classé en désert médical. Les médecins du secteur qui restaient en poste ne pouvant plus répondre aux demandes de soins auxquelles les gens faisaient recours. Et donc, on nous a demandé de trouver une solution pour venir les épauler, parce que ceux-ci étaient à la limite du burn-out. On pourrait tout simplement demander à des médecins actifs, des médecins retraités, de venir tenir un poste, donner du temps de travail, du temps médical aux Pontisaliens. Et c'est parti de là-dessus. Actuellement, on est 4 à exercer au cabinet éphémère, 2 médecins retraités, 2 médecins actifs, ce qui nous permet d'ouvrir le poste du lundi au vendredi inclus. Au début, les patients étaient fort inquiets en disant qui c'est qui va me suivre, comment je vais être suivi. Et là, on leur a expliqué qu'en fait, au cabinet éphémère, ils avaient la chance d'avoir un médecin avec 4 cerveaux et 8 yeux. Les patients, eux, sont pris en charge intégralement comme si on était leur médecin traitant. La problématique des déserts médicaux est réelle, mais si les gens de terrain, on leur laisse la possibilité de s'organiser, ceux-ci trouvent des solutions. On le voit bien dans ce reportage sur le terrain, des médecins n'ont pas attendu pour s'organiser. Tout à fait, l'exercice regroupé existe en effet depuis très longtemps et sous des formes multiples, pas seulement en maison de santé pluriprofessionnelle ou en CPTS, on va y revenir, comme le montrent les exemples de ce cabinet éphémère du docteur Attal à Pontarlier, ou celui du cabinet secondaire du docteur Swerzinski et ses confrères à Étretat. Cela montre bien que les médecins libéraux se sont depuis longtemps engagés pour mieux organiser l'offre de soins dans les territoires. Alors revenons à ces fameux CPTS, Jean-Paul Ortis. Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Et qu'est-ce qu'il faut en attendre? Il faut d'abord rappeler ce que sont ces communautés professionnelles territoriales de santé, CPTS, qui ont été créées par la loi du 26 janvier 2016, la loi Marisol Touraine. C'était d'ailleurs à l'époque une proposition que la CSMF avait faite au cours des discussions sur cette loi. Il s'agit d'une association de médecins, médecins généralistes et médecins spécialistes,
avec d'autres professionnels de santé et d'autres acteurs du secteur médico-social sur la base d'un projet de santé pour une meilleure organisation des parcours de soins sur les territoires. Comme le cite le rapport de l'IGAS qui vient d'être remis au ministère, une CPTS peut mobiliser à l'échelon d'une communauté de communes une cinquantaine de professionnels de santé qui se réunissent régulièrement pour garantir la prise en charge des soins non programmés sur leur territoire, planifier les actions de dépistage et de vaccination, innover avec un projet de télémédecine dans un EHPAD local et renforcer l'attractivité du territoire pour les jeunes professionnels. Les CPTS, c'est un moyen qui existe pour mieux structurer la médecine de ville parce qu'il s'agit pour nous d'organiser une réponse territoriale et la médecine libérale est prête à assumer une responsabilité territoriale collective sur la base de missions et d'une contractualisation avec les ARS. Alors, depuis 2016, il y a environ 200 CPTS qui ont été mises en place, mais il n'y en aurait seulement qu'une centaine d'actives. Ça ne fonctionne pas ? Patrick Gasser. Docteur Patrick Gasser, quel est votre regard Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Je crois qu'aujourd'hui, l'ensemble des professionnels ne se sont pas appropriés le concept. Et d'ailleurs, quand vous regardez CPTS, vous vous dites que ça vous fait plutôt fuir plutôt qu'aller vers. Et en fait, la CPTS aujourd'hui est le moyen de mieux coordonner les prises en charge avec l'ensemble des acteurs d'un territoire. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire que ça ne fonctionne pas. 200 déclarés. Mais il faut la construire, cette CPTS. Et la construire, il faut du temps. Et il faut laisser le temps au temps. Quelles sont les contraintes pour construire une CPTS ? Est-ce qu'il y a des règles ? Est-ce qu'il y a un texte, un décret ? En clair, comment ça peut s'organiser ? Alors, c'est, je dirais, sur la volonté aussi des acteurs. Et cela sera accompagné à la fois sur le terrain par les ARS, puisqu'il faudra une reconnaissance aussi. Et donc, il faudra répondre à un cahier des charges. Et c'est toute la difficulté, d'ailleurs, de nos collègues qui ont des difficultés pour structurer leur plan de santé pour leur propre territoire. Et justement, est-ce que ce n'est pas une procédure qui est un peu lourde ? Ils ont le temps de s'occuper de ça, les médecins ? Je crois que non. Aujourd'hui, en tant que moi, si je parle en tant que spécialiste, non. Et ils souhaitent plutôt répondre à la demande aujourd'hui. Et ce qu'il faut à un moment, c'est que les professionnels s'arrêtent et se disent comment reconstruire notre propre territoire. Et comment le reconstruire ensemble. C'est ça qui est important. C'est construire ensemble le territoire, avec l'ensemble des acteurs, pour avoir la meilleure réponse pour le bon patient au bon moment. Et il faut là, dans cette coordination de tous les acteurs, prendre du temps. Bertrand Demory, est-ce que, justement, pour aider les médecins sur le terrain, est-ce que vous ne pensez pas que les URPS pourraient être un acteur accompagnant les CPTS ? Et comment vous voyez leur rôle, puisque l'URPS Hauts-de-France, je crois, d'après mes informations, s'est un peu intéressé à cette problématique. Alors l'URPS Hauts-de-France est très active dans ce domaine de la réorganisation professionnelle. Vous faites partie d'une CPTS ? Je suis en train d'en créer une. Ah, donc, alors expliquez-nous, comment ça marche ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Alors, au départ, on a réuni l'ensemble des acteurs du terrain. On a réuni à peu près 50 professionnels sur notre terrain. C'est quoi comme professionnels ? Les professionnels, on associe à la fois les membres des professions de santé et aussi toutes les professions qui sont du monde social et médico-social. Donc dans une commune, ça représente, dans un territoire donné, ça représente énormément de mobilisation et d'acteurs qui sont au départ tous volontaires. Donc professionnels de santé, médecins, alors, médecins généralistes, médecins spécialistes. Donc vous avez des médecins spécialistes dans votre projet de CPTS ? Nous avons des médecins spécialistes dans notre projet de CPTS. C'est indispensable d'ailleurs. C'est indispensable, d'ailleurs ça fait partie du cahier des charges. Nous sommes dans l'attente de la rédaction du cahier des charges par notre agence régionale de santé. Qui nous fasse un truc
Simple, exactement. Parce que certaines ARS ont fait des délires de 40, 50, 60 pages de cahier des charges. Voilà. Donc c'était un peu la volonté des politiques et on espère que les ARS garderont la souplesse sur la création des CPTS. Les projets les plus avancés, un vient d'être agréé par l'Agence régionale de santé dans le sud de notre région et un autre est très très proche d'aboutir dans la périphérie de notre commune. Expliquez-moi, votre CPTS, votre projet de CPTS, vous allez y faire quoi? Alors, au sein de notre CPTS, on pense répondre... On vient de réorganiser les secteurs de garde. Et donc, les nouveaux secteurs de garde, qui sont plus étendus que ceux auparavant, vont être à peu près le périmètre de la création de cette CPTS. Donc vous allez centraliser l'organisation de la permanence des soins. Et on va centraliser l'organisation de la permanence des soins autour de cette CPTS. Alors, dire que cela, comme c'est prévu dans le plan Ma Santé 2022, que cela permettra de répondre chaque jour et jusqu'à 20 heures à l'ensemble des urgences, c'est réaliste ou c'est utopique? Alors, c'est à la fois réaliste et à la fois utopique. Utopique parce que certaines urgences relèveront toujours des structures d'urgence. Mais il faut que ces structures d'urgence se réorganisent au sein de notre territoire en incluant à la fois les établissements publics et les établissements privés. J'ai la chance d'être à 15 km d'une métropole, la métropole lilloise, avec un nombre de structures très important. Et je pense que s'il y a une réorganisation des urgences, elle doit passer par l'inclusion de l'ensemble des établissements avec lesquels nous travaillons régulièrement. Et vous ne pensez pas que votre CPTS pourrait assumer des urgences de ville, des urgences simples, voire des soins non programmés, avec une coordination de l'ensemble des médecins sur le territoire concerné? Comment vous voyez ça? Parce qu'on sent bien que ça risque d'être un des objectifs qui vont être donnés au CPTS. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était un peu la deuxième partie de la réponse, à la fois utopique et raisonnable. Raisonnable à la fois sur l'ensemble des soins non programmés qui peuvent être de la responsabilité de la CPTS, et aussi ce que l'on a l'habitude d'appeler les urgences ressenties, qui peuvent être effectivement, dans un certain nombre de cas, de vraies urgences médicales ou chirurgicales, mais qui sont souvent du ressort de l'équipe de soins primaires ou en coopération avec les médecins spécialistes de notre secteur. Donc effectivement, on pourra y répondre de façon très importante, mais l'exemple a été donné récemment avec la maison de santé de l'Aventiste, un pôle santé qui regroupe actuellement 75 professionnels de santé, une maison de santé qui vient d'être inaugurée par Madame la ministre la semaine dernière, et qui a cité cette maison de santé comme étant l'exemple à suivre. Au sein de cette maison de santé, 2 salles d'examen sont réservées pour les soins non programmés et l'accueil est organisé au sein de cette maison de santé et donc pour l'ensemble du pôle de santé du secteur. Et l'accueil est organisé par 2 infirmières qui travaillent au sein de cette maison de santé. Et de quelle heure à quelle heure? Alors c'est ouvert de 8h à 20h. Et quel est le modèle économique pour ces 2 infirmières? Alors ces 2 infirmières, le modèle économique est basé sur le financement de la maison de santé pluridisciplinaire. Les maisons de santé pluridisciplinaires sont maintenant financées sur un budget qui est conventionnel, donc une allocation attribuée à la maison de santé en fonction du nombre de patients inclus au sein de cette maison de santé. Cette maison de santé regroupe 8 médecins et elle couvre une population de 10 000 patients. Alors revenons au CPTS, qui sont plus larges qu'une maison de santé pluriprofessionnelle. On a parlé à la permanence des soins, de la réponse aux soins non programmés. Patrick Gasser, est-ce que vous voyez, en particulier pour les médecins spécialistes, un rôle spécifique ou particulier dans cette organisation territoriale? Parce qu'on sent bien que les médecins généralistes, dans beaucoup de cas, sont assez proches de ces organisations territoriales ou sont prêts à s'y impliquer. On ressent moins cette tendance au niveau des médecins spécialistes. Comment vous voyez les choses par rapport à cet enjeu d'une organisation de la médecine de ville autour des CPTS? Je crois qu'il faut faire attention quand on dit que les médecins spécialistes ne se sont pas, n'ont pas tenté de réfléchir à la meilleure coordination et la réponse à l'ensemble des soins.
Il y a une spécialité qui le fait à merveille d'ailleurs aujourd'hui, c'est quand même la radiologie. Ce sont les spécialistes qui ont maillé le mieux le territoire aujourd'hui. Et demain, ils ont vocation à s'intégrer dans des CPTS. Il faut faire attention au terme CPTS, ça peut faire peur. Je te dis, moi, je considère que la CPTS est le moyen d'avoir une meilleure organisation pour prendre en charge l'ensemble d'une population. Et donc d'avoir une réflexion qui est plus populationnelle que sa simple patientèle. Et ça demande au départ de travailler d'abord en groupe. Ça, c'est le socle. Puis après, c'est de travailler en meilleure coordination avec le médecin traitant, le médecin qui est le médecin de famille. Et c'est pour ça que nous portons, nous spécialistes, aujourd'hui, la coordination entre la médecine spécialisée et la médecine générale. Et cette organisation sera, à mon avis, le socle pour mieux l'organiser. Jean-Paul Ortiz, cette approche populationnelle, cette coordination, est-ce qu'elle est vraiment compatible avec la rémunération à l'acte ? Elle peut être tout à fait compatible avec la rémunération à l'acte, mais il y aura de toute évidence une partie de cette fonction de coordination qui devra faire l'objet d'une rémunération spécifique sous la base effectivement d'un contrat avec les ARS, sous forme, on en parlait tout à l'heure, de mission. Si à l'échelon d'un territoire, une population s'engage à assurer une permanence des soins, une continuité des soins, une prise en charge de soins non programmés. On parlait tout à l'heure de thèmes de santé publique. On peut très bien imaginer qu'une CPTS développe à l'échelon d'un territoire une thématique autour d'une problématique de santé publique, l'obésité, la conduite addictive chez l'adolescent, etc., etc. Enfin, les exemples sont légion. À ce moment-là, ça doit faire l'objet forcément d'une rémunération qui serait une rémunération globale sur une mission que les différents acteurs seront amenés à se répartir une fois que les parties communes seront prises en compte dans cette rémunération. Alors, il y a une autre grande mesure dans ce plan Santé 2022. Elle consiste à créer 4000 postes d'assistants médicaux pour permettre aux médecins de gagner du temps médical. On estime ce gain d'ailleurs aux alentours de 15%. En tout cas, c'est ce qui est précisé dans l'annonce du plan. Est-ce que c'est vraiment un nouveau métier ? Oui, il s'agit vraiment d'un nouveau métier. Et là encore, c'est une idée que la CSMF porte depuis 2011. Et c'est un nouveau métier qui doit reposer sur une formation spécifique dont la durée serait au maximum d'une année scolaire, accessible après le niveau bac ou en VAE, en particulier pour les secrétaires médicales ou pour les aides-soignantes, par exemple. C'est aussi un moyen de normaliser et de valoriser ce que certaines secrétaires font déjà dans les cabinets médicaux, en particulier dans certaines spécialités avec des actes techniques. Grâce à la CSMF, les assistants médicaux pourront travailler avec les médecins généralistes, mais également avec les autres spécialistes. Et il a fallu que la CSMF pèse de tout son poids pour ouvrir ses assistants médicaux aux autres spécialistes. Ce n'était pas prévu au départ. Il faudra prioriser les spécialités qui en ont le plus besoin, en particulier les spécialités cliniques. Pourquoi ? Parce que ce sont les médecins qui font le plus de consultations, qui en ont le plus besoin, médecins généralistes, pédiatres, psychiatres, endocrinologues, rhumatologues, et j'en oublie. Alors, le plan précise qu'il faudra que les médecins travaillent en groupe pour bénéficier des aides leur permettant d'avoir des assistants médicaux, mais les médecins qui travaillent en groupe, ils n'ont pas déjà une forme d'assistance ? Bertrand Demory. Alors, au sein de notre cabinet médical, nous sommes 8 médecins. Nous avons embauché deux secrétaires équivalents temps plein. Nos 2 secrétaires gèrent à la fois notre agenda, notre emploi du temps, elles gèrent les dossiers, l'archivage des dossiers des patients, mais elles ne sont pas au sein de nos cabinets. Ce lundi, après une absence de quelques jours où j'avais été remplacé par mes associés, j'ai eu un lundi très chargé. Je suis maître de stage, j'accueille un interne
Et ce lundi, j'ai exercé le métier d'assistant de mon interne. Il a examiné les patients, il me dictait l'ordonnance, bien sûr avec ma responsabilité de maître de stage. J'encaissais les honoraires, etc. Sur la durée de la journée, qui était sur un programme très chargé, où je n'aurais pas pu seul assurer la réponse à la demande des patients, on a réussi à faire une journée de qualité en accueillant les patients avec une excellente qualité. Pendant qu'il examinait le patient, je vérifiais le dossier, je regardais les courriers qui étaient arrivés des spécialistes, je vérifiais la date des derniers bilans, etc. Et donc, on a eu une activité importante et pourtant une qualité des soins qui m'a semblé excellente. Et donc, j'ai vraiment pu apprécier ce que pouvait être l'assistant d'un cabinet médical en exerçant moi-même cette activité. C'est vrai que c'est un cas un petit peu particulier parce que Dr Bertrand Demory, c'est pas tout à fait l'assistant médical tel qu'on peut le concevoir, puisqu'on est plutôt sur une logique d'une année de formation. Néanmoins, là où il me semble que ce que vous dites est parfaitement logique et intelligible, c'est que dans notre consultation, il y a des éléments qu'on pourrait parfaitement déléguer à quelqu'un d'autre. Et 1 minute par-ci, 1 minute par-là, 3 minutes ici et 3 minutes là-bas, ça fait beaucoup de minutes tout au long de la journée et probablement permettre d'accueillir plus de patients et le tout dans des conditions d'exercice qui soient bien meilleures. Et c'est l'exemple que vous donnez. Et je crois que c'est intéressant justement de voir comment on peut à la fois améliorer la qualité et améliorer aussi le nombre de patients qui ont été pris en charge. C'est un peu ça l'idée des assistants médicaux dans les cabinets. Nous avions calé ça sur les assistants dentaires. Et nous compléterons aussi notre exercice dans les domaines de la santé publique, de la prévention, où effectivement ce travail est un travail extrêmement important, fastidieux, très important, les rappels des patients, etc., pour confrères et gastro-entérologues, les rappels des patients pour les coloscopies, pour les examens, etc., que les patients ont oublié, bien que le gastro-entérologue leur ait envoyé une invitation à poursuivre leurs examens. On a un rôle important dans ce rappel auprès des patients, à les aider à se souvenir de ces examens, surtout que, exerçant dans le Nord-Pas-de-Calais, on a quand même une attitude des patients qui les amène à consulter très tardivement. Et notre rôle est extrêmement important. C'était important de pouvoir accéder à ces assistants médicaux pour les médecins des autres spécialités autres que la médecine générale? Je crois que les médecins spécialistes ne sont pas différents. Il n'y a pas de différence entre les spécialistes et les généralistes. Aujourd'hui, on a une demande. Il faut essayer de répondre à cette demande. Et comment y répondre? Alors, il y a plusieurs pistes. Il y a bien entendu, ce dont on parle maintenant, c'est les assistants médicaux ou assistants médico-techniques. Et nous y travaillons depuis déjà de nombreuses années. Et pourquoi nous y travaillons de nombreuses années et nous venons tout juste d'arriver à finaliser les choses? C'est simplement parce qu'il y a aussi les partenaires sociaux avec lesquels nous devons discuter. Pourquoi? Parce que là, nous parlons des limites des métiers aussi. Et donc, dans l'accompagnement du médecin de demain, bien entendu, il y aura des spécificités par spécialité, mais ne pas oublier le rôle demain de l'infirmière et d'évolution du métier de l'infirmière aussi. Et il y a les contours des métiers dont il faut aussi protéger, et ça c'est important. Justement, les infirmières, lorsqu'elles ont appris cette décision prise par le président de la République de créer 4000 postes d'assistants médicaux dans les cabinets médicaux, elles se sont émues, à juste titre, et leurs syndicats se sont émus, sur la place qu'elles auront demain dans le système de soins. Et finalement, elles avaient l'impression qu'on créait des infirmières low cost dans les cabinets médicaux. Qu'est-ce que vous en pensez? Surtout pas, au contraire. Ça ne peut que upgrader leur métier. Et pourquoi vous dites que ça ne peut que upgrader leur métier? Parce que ce qu'on va demander à une infirmière demain, c'est d'avoir plus d'accompagnement dans les gestes aussi que nous pourrons faire, dans les prises en charge, dans la prise en charge médicale. Vous ne pouvez pas aujourd'hui demander
à un assistant ou un assistant médico-technique de prendre une responsabilité dans l'acte médical. Demain, au travers de formations pour les infirmières, nous pourrons leur demander de prendre en charge. Vous parlez des infirmières de pratique avancée ? Je parle des infirmières de pratique avancée. Effectivement, et dans d'autres pays du monde, ça marche, ça fonctionne très bien avec des soins de qualité. Je crois qu'aujourd'hui, on a besoin d'accompagnement de la population. Et c'est ce qu'elle demande d'ailleurs. Quand vous êtes en face du médecin, vous avez souvent besoin d'avoir une prise en charge sur la compréhension de ce qu'il vient de vous dire. Et souvent, quand vous sortez du cabinet médical, vous n'avez pas toujours compris ce qu'il vous a dit. Eh bien, les personnels qui vont nous accompagner vont peut-être réexprimer ce que le médecin a dit. Et c'est ça qui est important, pour qu'on ait une prise en charge de qualité de tous les patients. Si je comprends bien, le médecin de demain, il aura un assistant médical et une infirmière de pratique avancée. Je l'espère. Alors, l'autre volet qui a été présenté dans le plan Ma Santé 2022 pour faciliter l'accès aux soins, c'est la réorganisation de l'hôpital et notamment la place que doivent tenir les hôpitaux de proximité. Alors, Jean-Paul Ortiz, entre des médecins qui peuvent se réorganiser sur le terrain avec une meilleure coordination et ces hôpitaux de proximité, finalement, la frontière, elle sera où ? L'objectif, comme l'a dit le président de la République, c'est de décloisonner. Les hôpitaux de proximité doivent être clairement identifiés, largement ouverts à la médecine de ville et au CPTS, et doivent sortir de la tutelle des grands centres hospitaliers de référence. Cela vaut pour le projet médical comme pour la gouvernance. Mais alors concrètement, qui va définir quelles urgences seront du ressort de la médecine de ville ou de l'hôpital de proximité, Patrick Gasser ? Qui va le définir ? Moi, vous savez, c'est relativement simple. Il y a un vrai partenariat qui doit s'installer entre le médecin de proximité, qui est le médecin généraliste, le spécialiste étant celui qui est l'expert. Donc c'est ce couple-là qui va le définir. Alors, la prise en charge va en découler, va être très très logique dans l'organisation. Et l'hôpital de proximité doit demain profondément se modifier. Et c'est d'ailleurs ce qui a été proposé dans le rapport du Haut Conseil à l'avenir de la sécurité sociale. Et donc, dans ces hôpitaux de proximité, nous pourrons prendre en charge de façon conjointe des patients qui, la plupart du temps, étaient adressés dans des hôpitaux de régionaux ou dans des cliniques avec des plateaux techniques importants ou des centres hospitaliers universitaires. Et bien là, on pourra peut-être les garder en proximité. Et c'est ça toute la nouveauté. Et ce plan, il prévoit aussi, Bertrand Demory, le recrutement de 400 médecins qui seront normalement salariés de ces hôpitaux ou de centres de santé. Quelle sera leur place sur le terrain à côté des libéraux ? Alors, ces médecins salariés vont rester partiellement à l'hôpital et partiellement en ville. Je pense qu'ils pourront avoir un rôle de lien entre la ville et l'hôpital, qui, même si on exerce sur le même territoire, se fréquentent depuis des années de moins en moins. Et je pense que ça peut être un vrai lien entre des modes d'exercice qui sont actuellement assez distants l'un de l'autre. Et ils peuvent aussi avoir un rôle, s'ils sont salariés, dans les actions de prévention qui seront décidées au sein de la CPTS, dans certaines actions de politique de santé plus générale. Et je pense que leur collaboration au sein de nos cabinets se fera de façon à la fois progressive. D'abord, 400 médecins sur le territoire français, ça va être pour des situations extrêmement où la tension est maximale sur la démographie médicale. Et je pense qu'ils vont s'intégrer très facilement dans le tissu actuel. Alors, on est en train de recevoir un certain nombre de questions des internautes qui nous regardent, notamment une question assez forte. Ce plan santé est-il la mort à petit feu de l'exercice libéral de la médecine ? Je pense que ce plan santé est en grande partie ce que nous en ferons. Parlons par exemple du statut, puisqu'on parlait des médecins salariés. Le métier de demain doit aussi évoluer dans son statut
et aller vers des lieux d'exercice partagés et des statuts mixtes, des temps partagés entre des établissements de soins publics et privés, mais aussi en articulation avec la médecine de ville. Ouvrir l'hôpital sur la ville, c'est d'abord l'ouvrir aux médecins libéraux, non pas comme supplétif pour combler les trous dans les tableaux de garde, mais avec une vraie place. Donc, on voit bien que les nouvelles générations s'orientent vers ces statuts mixtes et ce souhait d'avoir une activité diversifiée. Il faudra le mettre en place très progressivement. Et je ne pense pas du tout que la médecine libérale, avec l'intérêt d'une liberté d'organisation propre à chaque professionnel de santé, en particulier pour les médecins, je ne pense pas que la médecine libérale soit vraiment en danger. Au contraire, cela peut être une opportunité. Autre question que nous posent nos internautes, une question sur un sujet que nous n'avons pas abordé encore jusque-là, c'est la fin annoncée du numerus clausus. Est-ce que c'est une bonne solution pour régler les problèmes de l'accès aux soins sur le territoire? L'un d'entre vous veut répondre, numerus clausus? Moi, je veux bien répondre, mais c'est ma réflexion personnelle aujourd'hui. Je pense qu'il faut profondément changer les études de nos jeunes et nos jeunes médecins. Alors, un numerus clausus, vous l'aurez toujours à un moment ou à un autre. Il faudra bien réguler le nombre de médecins formés. Une sélection. Alors, c'est où se fait la sélection? Doit-elle se faire à 3 ans des entrées dans le cursus médical ou médico-social? Ou doit-il être fait en amont, comme dans certains pays? Moi, je serais plus enclin à dire qu'il vaut mieux le faire très en amont. Comme en Allemagne? Comme en Allemagne, comme en Espagne, où ça marche à la fin de la terminale, finalement. Globalement, assez bien. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas exister des passerelles. Parce que dans ces pays-là, il y a des passerelles entre les professions. Et vous pouvez très bien être philosophe et demain devenir médecin. Médecin-philosophe. Pourquoi pas? Donc vous voyez qu'on essaie de mettre des passerelles. Je dirais qu'aujourd'hui, il faut peut-être qu'on mette un viaduc entre ces différentes formations. Autre question, pour remédier aux déserts médicaux, il faudrait, comme au Canada, proposer un bus de ramassage pour les gens les plus éloignés. Voilà, des solutions qui semblent un peu anecdotiques comme ça vous paraît réaliste dans le paysage Bertrand de la santé en France? Est-ce que vous avez des exemples de ce type-là? Alors, les exemples le Conseil de l'Ordre avait un terme précis pour ça, c'était ce qu'on appelait la médecine foraine. Les médecins qui étaient déplacés en autobus pour aller, etc., qui était un exercice illégal de la médecine il y a encore quelques années. Le ramassage des patients, c'est-à-dire le fait que les transports soient organisés vers les cabinets médicaux, effectivement, c'est une demande de nombreux de nos confrères. Ça se fait dans certaines zones, et j'ai en tête quelques conseils départementaux qui financent le ramassage des patients dans des villages un petit peu éloignés et qui les amènent sur le chef-lieu de canton, par exemple. Et à cette occasion-là, ils font leurs courses, ils vont voir leur médecin, etc. J'ai un exemple dans mon département où ça se fait comme ça. Et c'est vrai que les gens sont contents. C'est une excellente initiative, il ne faut pas en douter. Et c'est vrai que ça demande à être promu dans les régions où les patients sont éloignés des cabinets médicaux. On nous demande aussi quel serait l'impact d'un développement de la télémédecine sur l'accès aux soins. Alors, la télémédecine, elle viendra en complément de l'exercice actuel. Actuellement, la plupart des cabinets médicaux sont, la grande majorité des cabinets médicaux sont actuellement équipés d'outils informatiques qui sont performants et de dossiers partagés entre les praticiens. Mais actuellement, le souci de la communication et le souci des échanges est basé sur le fait qu'il n'y ait pas de normes de communication entre les différents outils. Actuellement, quand vous vous déplacez, vous pouvez vous déplacer en voiture, vous pouvez utiliser un train, vous pouvez utiliser des transports en commun. Et si vous êtes en voiture, vous pouvez utiliser la voiture que vous voulez. Mais sur la route, vous respectez les mêmes règles. Le code. Il y a un code que tout le monde respecte.
Et quand on veut que le train communique avec la voiture, on se débrouille pour mettre un parking pour accueillir les voitures à proximité des gares. Eh bien, c'est un peu la même chose dans le système de communication entre les professionnels de santé. À partir du moment où, au niveau des agences régionales de santé, vont se créer de vrais espaces numériques de santé, où chacun pourra communiquer et échanger de façon sécurisée, parce que l'important, c'est que la communication et les échanges se fassent de façon sécurisée. Il y va de la santé et de la confidence des données médicales qui sont transmises entre praticiens pour la confidence avec nos patients. Eh bien, à partir de ce moment-là, la télémédecine se mettra en place très facilement. C'est simplement, le problème n'est plus sur la non-confiance dans la consultation à distance, c'est surtout sur la qualité des outils qui permettra le développement. Donc la contrainte des tuyaux d'échange. Exact. Nous allons arriver au terme de cette émission. Un mot de conclusion, Patrick Gasser, sur votre vision de ce plan Ma Santé 2022. Je dirais, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Mais je pense qu'il faut aller plus loin et dire, c'est à nous aujourd'hui d'être les constructeurs, de façon d'ailleurs associée plutôt aux usagers, à nos patients, d'attendre des organisations qui vont être pyramidales et descendre toujours du régulateur. Donc je dirais, moi, j'essaie d'être confiant, d'être entrepreneur, et c'est d'ailleurs ce que j'ai toujours demandé à l'ensemble des professionnels et de toutes mes verticalités qui sont adhérentes au SPE de la CSMF. Donc je suis confiant, mais je suis méfiant aussi. Bertrand Demory. J'ai l'espoir que ce plan contienne en son sein la disparition d'un certain nombre de freins et de barrières qui existent entre les différents modes d'exercice, entre la ville, entre l'hôpital. Et j'imagine que dans un plan comme celui-là, on peut imaginer qu'une carrière d'un médecin ne soit plus univoque et qu'au cours de sa carrière, il puisse avoir une partie de son activité en libéral, une partie de son activité à l'hôpital, une partie de son activité en salarié, une partie d'une activité au forfait. D'ailleurs, dans le plan de M. Macron, il a cité la possibilité d'expérimentation, et non pas d'expérimentation, mais vraiment de situations où des professionnels choisiraient, tout un groupe de professionnels choisirait une rémunération uniquement au forfait. Je pense que toutes les initiatives seront dans ce plan peut-être bonnes à prendre, et je pense que selon le principe du vélo, c'est-à-dire que si on lance une expérimentation et qu'elle fonctionne, on la poursuit. Si le vélo tombe, on n'essaye pas de le relever, comme on l'a souvent fait dans des expérimentations boiteuses qu'on a maintenues pendant des années et qui ont sclérosé le système. C'est une jolie image. Jean-Paul Ortiz, vous faites avancer le vélo? Moi, je pense que Ma Santé 2022 part d'un diagnostic que nous partageons, trace des grandes lignes sur lesquelles on peut être proche dans la façon dont on peut construire le système de santé de demain, décloisonné, qui repose sur la médecine de ville, sur la proximité, avec ces hôpitaux de proximité qui seront un peu l'articulation entre la ville et l'hôpital, et ces fameux CPTS. Mais encore une fois, ces CPTS, ça sera ce que vous en ferez, ce que nous en ferons, nous professionnels de santé, nous médecins, sur le terrain. Et je crois qu'il faut s'en saisir parce que si nous ne le faisons pas, d'autres vont vouloir le faire à notre place. Et par contre, là, je suis sûr qu'ils ne le feront pas bien, ils ne le feront pas comme on voudrait que ça soit fait. Donc, ça sera bien ce que nous déciderons et ce que nous en ferons. Un message positif. Cette émission est terminée. Elle est disponible en replay sur les sites de la CSMF et de Fréquence Médicale. Vous pouvez aussi réagir sur les réseaux sociaux, #UniversMédecin. À très bientôt sur Univers Médecin. Bonsoir.